Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle des DJI Goggles. C'est un casque FPV qui permet de faire du vol immersif avec nos drones. Donc ce casque, je l'ai testé avec un Matrice 600 en configuration X5, un Phantom 4 Pro, alors c'est bien le Pro et pas le Pro Plus, et le Spark. Donc je vous fais un petit retour sur la compatibilité et les fonctionnalités qu'offre ce casque FPV, et puis également je vais vous donner un peu mon avis sur les points forts et puis les points qui seraient à améliorer sur ces DJI Goggles, car elles coûtent un petit peu cher, c'est 550 €, donc c'est un prix assez fort et il y aurait peut-être encore 2-3 petites choses à améliorer. Donc c'est parti pour la revue des DJI Goggles. Tout d'abord, ce que j'ai vraiment trouvé d'appréciable sur ce casque FPV, c'est l'ergonomie dans la navigation à l'intérieur de l'application qui est accessible dans les lunettes. Donc ici, on a un petit pavé tactile sur le flanc droit du casque FPV, et avec des actions simples du bout des doigts, avec un doigt ou avec deux doigts, on est capable de se promener dans l'application, de déclencher des fonctions, de régler des paramètres, on peut même décoller. On a une surface ici qui est granuleuse, on a une bonne sensation, donc ça c'est quelque chose aussi qui a été bien pensé. Ce que je vous conseille, c'est de toujours manipuler, lorsqu'il est en marche, le casque avec la main gauche, parce que ici on a vite fait d'activer des fonctions, soit parce qu'on va toucher le pavé tactile, soit parce qu'on va toucher un des deux boutons principaux ici. Donc l'ergonomie dans l'application, elle est vraiment naturelle, elle est bien pensée. Autre aspect sympa de ce casque FPV, c'est il est muni de petits haut-parleurs, et le son, il est de bonne qualité malgré tout, donc c'est peut-être grâce à la caisse ici, on a un son de bonne qualité. L'autre point aussi que j'ai apprécié, c'est la finition. Les joints sont vraiment bien faits. Le matelassage ici à l'intérieur, il est confortable. C'est un produit comme on a l'habitude de voir chez DJI. Le système de serrage également, c'est quelque chose qui a été bien pensé, puisque c'est un système de serrage très rapide avec une molette ici. Parce qu'on est souvent amené à le serrer, à le desserrer. Donc c'est mieux qu'un bandeau élastique type masque de ski, donc ça c'est assez sympa. La transmission d'image entre le drone, l'émetteur et puis le casque FPV, elle est correcte. Bon, elle est meilleure avec un Phantom 4 Pro qu'avec un Spark. Avec un Spark, je trouve qu'on a souvent des frises ou des sautes d'image. Avec le Phantom 4 Pro ou le Matrice 600, ça marche très bien. L'autonomie, donc là-dedans on a une batterie qui fait quasiment 10 000 mAh. On a une autonomie annoncée d'environ 5 heures. Alors moi j'ai pas été jusqu'à 5 heures, mais je peux vous dire qu'on fait facilement la demi-journée. Donc la batterie, elle est logée ici dans le cerceau, là autour de la tête. Elle pèse son poids. D'ailleurs ce casque FPV il fait 1 kg, donc il est assez lourd, hein. Il y a 500 grammes pour le bloc avant, 500 grammes pour la partie serre-tête avec les batteries intégrées. Donc c'est très lourd. Par rapport à des Fat Shark, c'est excessivement lourd. Heureusement qu'on a un bon matelassage, parce que sinon ce serait dur à supporter très longtemps. Au niveau du head tracking, alors le head tracking ne marche qu'avec Spark, Phantom 4 Pro et avec Mavic. Il est assez efficace, hein, dans l'application. Pendant le vol, on va choisir le head tracking. Alors on a deux modes de head tracking, soit uniquement le head tracking qui joue sur la nacelle, sur la gimbal, soit le mode head tracking qui joue sur la nacelle et sur l'appareil enlacé. Donc celui qui ne joue que sur la nacelle, il va être limité enlacé 30 degrés, puisque les nacelles ne peuvent pas aller plus loin.
tandis que le head tracking qui joue également sur le lacet de l'appareil, il va permettre comme ça de tourner à 360 degrés juste en bougeant la tête. Alors un commentaire sur ce head tracking, il est assez réactif, assez linéaire par rapport au mouvement du visage sur le mouvement de tangage, qu'on appelle aussi le pitch. Sur le lacet, il y a un petit temps de réaction, il y a un petit temps de latence dans la réaction et il est assez lent. Donc il faudra s'y faire au début. On n'est pas homogène sur l'axe de pitch et sur l'axe de yaw par rapport au head tracking, mais il fonctionne bien. Au niveau de la connectique, pour le Spark, il vous faudra ce petit câble micro USB vers USB femelle pour connecter le casque. Sur le Phantom 4 Pro, pas besoin de connectique supplémentaire, il suffit de brancher le câble USB qui est ici sur la sortie USB qu'on utilise d'habitude avec son smartphone ou sa tablette à l'arrière de l'émetteur du Phantom 4 Pro. Sur le Matrice 600, c'est différent puisque sur tous les appareils de la génération d'avant DJI Go 4, donc ceux qui utilisent DJI Go, on ne pourra pas utiliser le connecteur USB directement sur le casque FPV. Donc il faudra utiliser la sortie HDMI de l'émetteur en utilisant l'entrée micro HDMI qui est sur le casque FPV. Donc là la difficulté c'est de trouver un câble en mini HDMI vers du micro HDMI. Donc moi j'ai dû faire un bricolage à partir de 2 câbles et d'un coupleur. Sur le Matrice 600 X5, comme sur un Phantom 3 Pro, comme sur un Inspire 1, on n'a que l'HDMI comme signal vidéo, ça veut dire qu'on n'a pas accès aux fonctions de DJI Go. On ne peut pas déclencher la caméra, on ne peut pas déclencher l'appareil photo, on n'accède pas à tous les paramètres. Donc tout ce qu'on a, c'est le retour vidéo et puis certains paramètres de vol qui sont transmis par l'émetteur via l'HDMI. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ce casque FPV en termes de fonctions et de connectique? Donc tout d'abord ici, on a l'entrée micro USB. Donc elle va avoir 2 fonctions, cette entrée micro USB. D'une part, c'est la recharge de la batterie et d'autre part, c'est de connecter le casque FPV à l'émetteur, qu'on ait un Spark, un Phantom 4 Pro ou un Mavic. Donc ici sur le flanc gauche on trouve le haut-parleur ici, une entrée micro HDMI donc pour capter les signaux HDMI de toutes sortes de sources, une sortie casque si on veut écouter le son par un casque plutôt que par les haut-parleurs intégrés, et puis une carte micro SD. Alors malheureusement on ne peut pas enregistrer ce qu'on voit dans le casque FPV localement. Voilà, sur le flanc droit, donc là on trouve pas mal de choses puisqu'il y a le fameux pavé tactile sous le haut-parleur. On a 4 LED qui indiquent le niveau de batterie ou qui indiquent l'état de charge. Le bouton on-off. Et puis en dessous on a 3 choses. Donc il y a le bouton de retour arrière quand on navigue, un bouton de fonction et puis une molette pour régler l'écartement intraoculaire. Donc cette molette elle est bien foutue parce que si on se passe comme ça entre amis le casque, chacun va devoir régler l'écartement des yeux et là on a une molette qui rapidement permet de faire la mise au point. Je n'oublie pas aussi ici la molette qui permet le serrage ou le desserrage du serre-tête. Alors le défaut majeur que j'ai observé, qui n'est pas systématique mais qui arrive selon les conditions météo, c'est l'apparition de buée dans les lunettes. Alors ça c'est pas étonnant puisque on a une surface assez bien étanche ici avec ce contact, et en fonction de la chaleur qu'il fait, de votre transpiration, il peut apparaître de la buée à l'intérieur au bout de quelques minutes. Il suffit de ressoulever le casque, de laisser un peu l'intérieur serré et de le remettre
pour faire disparaître ça. Mais c'est un peu dommage parce que même sur comme ça des vieilles entre guillemets, des Fat Shark, ils ont pensé à mettre un ventilateur pour éviter l'apparition de buée. C'est dommage que DJI n'ait pas prévu de mettre un petit système d'aération à l'intérieur pour éviter l'apparition de buée, parce que c'est vite gênant, et cette apparition de buée, je trouve qu'elle est encore plus forte chez soi, sur du jeu vidéo par exemple, ou pour regarder un film. Donc cette apparition de buée, tout le monde ne l'aura pas, ça va dépendre peut-être de votre transpiration, ça dépend beaucoup des conditions météo. Il faut savoir qu'il y a possiblement de l'apparition de buée à l'intérieur du casque, et que c'est un petit peu gênant. Ensuite, l'autre point aussi où DJI aurait pu s'améliorer, c'est d'être un peu plus compatible avec toute la flotte et pas seulement les derniers modèles, puisqu'on n'a que Mavic, Spark et Phantom 4 Pro qui vont pouvoir bénéficier de l'ensemble des fonctions, alors que sur la génération précédente, on aura un retour vidéo, c'est sympa, mais on n'aura pas accès aux fonctions tactiles. Le point suivant, c'est, voilà, je me suis dit tiens, c'est sympa, ça fait un petit peu un masque VR, on va pouvoir l'utiliser pour d'autres applications que le drone. Alors c'est vrai, ça fonctionne, hein, c'est compatible, il suffit de brancher la sortie HDMI de la carte vidéo de votre ordinateur sur le casque ici. Et puis vous avez comme ça directement le retour de votre écran sur le casque, et puis ça marche assez bien. Mais là malheureusement la limitation elle va être que la fréquence elle est de 60 Hz, donc le taux de rafraîchissement il est de 60 images par seconde. Sur du jeu vidéo pour des joueurs exigeants, vous n'arriverez pas à jouer à Battlefield ou à des jeux comme ça. Le champ de vision il est de 85 degrés, c'est un petit peu inférieur aux masques VR qu'on peut trouver, qui sont plutôt à 100 voire 110 degrés. Donc un masque VR qui offre un champ de vision de 110 degrés et un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, il sera plus adapté aux jeux vidéo que les DJI Goggles. Donc là-dessus, la polyvalence, elle est anecdotique. Si vous vous dites je vais acheter les DJI Goggles pour le drone et pour le jeu vidéo, je pense que vous pouvez oublier le jeu vidéo. Alors un point important, quand on utilise les goggles, avant chaque vol, il faudra se connecter avec DJI Go 4 de manière à vérifier certainement la position géographique et les mises à jour, parce que sinon vous allez pouvoir décoller, mais vous serez limité dans un cylindre de 40 mètres de rayon et de 40 mètres de haut. Donc ça c'est une contrainte logicielle qu'a amené DJI, c'est que si on se connecte pas au préalable avec son smartphone ou sa tablette, vous serez limité dans un cylindre de 40 mètres de rayon et de 40 mètres de haut.